3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost nous accompagne ce soir, directeur général de la Financière Responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Éric Venel de nous accompagner également. Bonsoir Éric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et merci également à Nuno Teixeira d'être avec nous ce soir. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Commençons avec le sujet qui anime cette rentrée sur les marchés, le rebond du pétrole que j'ai décrit en introduction. Nuno, qui s'est accompagné également d'un renforcement du dollar tout au long de l'été. Est-ce que ces mouvements de marché sont suffisamment significatifs pour remettre en cause peut-être le récit désinflationniste qui nous accompagne depuis des mois aux États-Unis, mais également en Europe? Alors, d'abord, les raisons, c'est tout simplement que on a, en particulier l'Arabie Saoudite, la Russie, qui ont intérêt à des niveaux de prix du pétrole assez élevés. Pour différentes raisons, l'Arabie Saoudite a des investissements importants à financer, veut maintenir, je dirais, une jeunesse. Finalement, on le voit avec les contrats de Ronaldo, des investissements dans le sport, dans leur image pour attirer des investissements des touristes. Et puis la Russie, on le sait évidemment, pour financer la guerre en Ukraine. On voit que l'OPEC plus a du pouvoir, est capable finalement de maintenir une discipline pendant une durée assez longue. Et ça, c'est certainement la nouveauté. Ce qui avait plutôt fait baisser les prix, c'était l'attente d'un ralentissement de l'économie mondiale. On voit qu'aux États-Unis, finalement, la croissance ne tient pas si mal que ça. Et du coup, on pourrait avoir effectivement des tensions encore sur le prix du pétrole d'ici à la fin de l'année. Certains prévoient un WTI autour de $100. Ça paraît quand même un peu rapide comme raisonnement, mais on aura du mal à voir des prix du pétrole baisser. Alors que sur la durée, on voit bien que les investissements des majors pétroliers sont difficiles, sont plus coûteux. Ils n'ont pas tellement intérêt à surinvestir finalement en capacité. Et la demande mondiale, elle continue à grimper. Mais la consommation de pétrole dans le monde est au plus haut historique. Il faut bien l'avoir en tête. Tout à fait. Donc on voit bien qu'il y a une grande partie des pays en développement qui vont continuer à augmenter leur consommation. Je crois qu'on prévoit qu'en Chine, ça va commencer à s'infléchir autour de 2030 grâce aux énergies nouvelles, à l'utilisation de l'électrique et à tous les investissements qui sont faits dans le nucléaire. Mais donc ça va prendre un peu de temps avant qu'on ait ce fameux infléchissement. Et on voit bien qu'aux États-Unis, c'est ce qui préoccupe l'administration Biden dans une année préélectorale, évidemment, où tous ces sujets sont très sensibles. Dans quelle mesure, encore une fois, ça vient bousculer, alors sans être effectivement sur des horizons de prospective de long terme, mais pour les 3-6 prochains mois, qu'est-ce que ça change des équilibres de marché qu'on pouvait avoir en tête et du récit désinflationniste également, enfin, qui est plus qu'un récit, qui est une réalité. On est passé de 10 à 5 en Europe, à peu près même de 10 à 3 ou 4 aujourd'hui aux États-Unis. Donc cette désinflation, c'est une réalité. Les matières premières ont joué un rôle important. Les biens manufacturés ont joué un rôle important dans ce mouvement de désinflation. Oui, mais on voyait que l'inflation sous-jacente avait du mal à baisser et que finalement, si on n'a plus la contribution négative des prix de l'énergie et qu'on passe en contribution positive à l'inflation, ça va être un peu compliqué, d'autant plus qu'il y a toujours des effets de latence. On l'a vu l'année dernière, où avant que les prix industriels et puis les prix des services remontent, il a fallu un certain temps. Donc on peut imaginer que ça ralentisse effectivement les tentations de baisse des prix, ou en tout cas de stabilisation de certains prix de services en particulier. On peut penser au transport aérien, par exemple, où effectivement on va avoir du mal à baisser. Donc ça va compliquer la tâche des banques centrales, on en parlera tout à l'heure, et notamment de la BCE qui est face un petit peu à un dilemme. Faut-il privilégier la lutte contre l'inflation ou risquer d'aggraver le ralentissement économique ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura assez vite les positions des banquiers centraux sur la question de l'énergie et du pétrole. Ils seront forcément interrogés là-dessus lors des prochaines réunions. C'est le 14 septembre pour la BCE, 19 et 20 septembre pour la Réserve fédérale américaine. Vos commentaires sur cette... Alors, effectivement, le cours du pétrole, il remonte depuis le mois de juin, maintenant, de manière assez linéaire. $90 sur le baril de Brent.
on a connu pire, et même à un moment, tout le monde trouvait que c'était un prix qui satisfaisait à peu près tout le monde, et producteurs et consommateurs. Là, c'est vrai que rien que la dynamique interroge quand même. Je propose une autre grille de lecture qui est géopolitique. En fait, on est passé de la recherche du prix le plus bas à après le prix le plus sécure, donc la fourniture. On se met entre amis pour se fournir. Et là, le prix de ma sécurité. Voilà. Et là, on arrive en confrontation. C'est-à-dire qu'en fait, avec Johannesburg, les BRICS disent venez avec nous, donc l'Arabie, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte. Et ça crée une espèce de monopole, un duopole entre le Nord et puis les autres, on en voit très très bien, autour de la Russie, la Chine et l'Inde. Alors c'est un peu branque-ballant comme... oui, c'est un peu la carpe et le lapin parfois quand même, comme attelage. Par contre, ça montre une capacité de s'entendre pour contrôler les prix. Quand même, on se dit l'Arabie et puis la Russie, s'entendent pour le baril. Ça tient. Enfin, je veux dire, donc, et quelles sont les marges de manœuvre par rapport à ce bouclage des prix? Il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est aux États-Unis, c'est les réserves stratégiques. Les réserves stratégiques, on les a déjà pas mal puisées. Donc, ça va être compliqué de puiser encore un peu. On va faire un petit peu. Mais, donc, moi, ce qui me un petit peu interpelle, c'est ça. On rentre dans un monde de confrontation et qu'on ne peut pas faire l'impasse de ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons, on fait des anticipations, sauf qu'il y a aussi celle-là. Bien sûr. Et je pense que c'est donc du... Il faut réfléchir à l'idée que c'est un facteur structurel. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément se dire, si demain la croissance est un peu plus faible, ça va faire baisser. Oui, d'accord, mais ça dépend si... On arrive vers des matières pilotées. Un marché d'offres, une économie d'offres. Après, c'est normal. Hein, les États-Unis ont dit à la Chine, on va peut-être faire un embargo. C'est pas peut-être. On vous interdit d'utiliser telle et telle puce, et ainsi de suite. On arrive à un bloc contre bloc. Hein. Oui, bien sûr. C'est l'escalade depuis des années. Hein. Donc, effectivement, c'est... Même si la Chine et l'Inde sont conscimateurs de pétrole. Donc, ils ont... Et puis la Chine et l'Inde sont en train de s'échauffer au Népal. Donc, en fait, ça n'empêche que tout le monde s'entend sur, un peu comme l'Europe des fois, sur certains sujets. Et là, le sujet, c'est de se dire, on peut avoir des frictions, mais quand il s'agit de parler du pétrole, on arrive à trouver des terrains d'entente. Parce que depuis très longtemps, c'est l'arme la plus facile pour... Donc, certes, il y a des besoins, mais donc, faut pas croire que ça va être... Et quand vous dites ça, Eric, c'est intéressant, parce que ça résonne, ça fait écho, je trouve, par exemple, au discours de Christine Lagarde à Jackson Hole, contrairement à Jérôme Powell, qui a parlé 12 minutes pour nous dire qu'il regardait les étoiles pour piloter la Fed. Enfin, je caricature, évidemment, pour l'instant, il s'en sort très bien. Mais le discours de Christine Lagarde était beaucoup plus orienté, beaucoup plus riche de perspectives de changements structurels, démographiques, transition, géopolitique, les changements dans le trade mondial, dans le commerce mondial, etc. Pour une banque centrale qui réfléchit à des facteurs un peu structurels, comment ça se retrouve dans le discours du 14 septembre ou du meeting suivant? Une composante qu'on peut pas négliger, de même que le fait que la Chine se bat dans une crise structurelle qui va devenir profonde, et donc plus elle va être affaiblie, plus elle aura besoin de son empire, pas encore un empire, mais bon... on ne va pas pouvoir monter les taux à chaque fois que l'OPEP+, décide de prolonger une coupe de production, c'est ça la question. Que faire par rapport à ça? Voilà. Eh bien, la réponse, c'est on ne peut pas forcément suivre en termes de taux d'intérêt, parce que on est bloqué, parce que si on continue de monter les taux d'intérêt, c'est la fuite en avant. Oui. Voilà, c'est la fuite en avant, et en plus on peut plus emprunter, donc on a toutes les deux économies, mais des deux côtés sont endettées, que ce soit l'Inde, la Chine comme les États-Unis ou le reste du monde. Donc on peut pas suivre. Donc ce qui se passe là sur le pétrole, ça peut pas, la réponse peut pas être plus de hausse de taux. Il peut y en avoir encore une ou deux, c'est ce qui est dans le pipe, mais ça peut pas être plus que... ça peut-être que va peut-être faire une limite dans les pauses, mais on peut pas suivre, parce que très très vite, derrière, c'est la croissance. Et là, si c'est la croissance qui chute, dans cet environnement de confrontation, j'entends, c'est la stagflation, tout cela. Donc je pense qu'il y a un engrenage qui ne peut pas aller très très loin. Ouais.
Stéphane. Non, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne pense pas que ça pousse les banquiers centraux à augmenter les taux. De ce que je lis, compte tenu du contexte macroéconomique dans lequel on est, la situation aux États-Unis, en Europe et en Chine, j'ai le sentiment que si on pourrait voir le baril de pétrole rester entre 80 et 95 $, c'est un peu une fourchette qui conviendrait finalement à tout le monde, mais qui va retarder l'atteinte des cibles d'inflation, effectivement, pour les banquiers centraux. De là, est-ce que ça leur fasse monter les taux, je ne suis pas sûr. C'est un petit délai supplémentaire. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. C'est un décalage. Et puis alors, sauf à ce qu'il y ait un événement géopolitique, on n'a pas de raison à ce que les prix du pétrole flambent beaucoup plus que ça. Nous, on a une grille de lecture encore un peu différente parce que quand on est article 9 et qu'on est ISR, les mouvements qu'on voit sur le pétrole et auxquels on assiste et la performance du secteur pétrolier peuvent être une source de réflexion et d'attention importante parce que nous, on n'aime pas soumettre la performance du client à la volatilité du prix du baril de pétrole. Et quand on est article 9 et qu'on prend en compte les PAI et qu'on s'oriente vers un fonds qui est en faveur du développement durable, on ne peut pas mettre du pétrole n'importe comment, puisqu'il y a des controverses importantes sur le secteur, point de vue environnemental, point de vue droit de l'homme, point de vue des pratiques RSE des groupes. Mais il y a aussi, je dirais, il faut aller chercher une exposition au secteur à l'énergie différente. Et il faut donc, ça nous oblige à aller... clairement, on n'est pas exposé sur le secteur pétrolier. En termes juridiques, on pourrait le faire encore, mais il y a une question de cohérence par rapport à ce qu'on promet aux clients. Parce que mettre un groupe pétrolier dans un portefeuille, tout de suite, ça impacte significativement l'empreinte carbone du fonds. Que vous preniez le scope 1, 2 et 3, l'ensemble réuni. Et ça impacte le respect des règles sur les principales incidences négatives. Donc nous, on va chercher plutôt d'autres dossiers. On va aller chercher un GTT, par exemple, qui fournit des membranes. Des équipementiers, on va dire. Des équipementiers, donc qui ont des vertus environnementales parce qu'ils permettent d'améliorer considérablement les process. On va chercher un Technip Energy dans les énergies renouvelables. On va chercher un Iberdrola. Mais il est clair que, on l'avait vu d'ailleurs l'année dernière, l'emballement qu'on a sur les cours du baril de pétrole et puis sur les pétroliers, ça peut peser sur la performance. Donc ça nous oblige à nous adapter à ce contexte. Moi, ce qui me marque, c'est qu'on n'est pas encore au terme de l'année 2023, mais si on fait un premier bilan, on a cette reprise du pétrole là depuis le début de l'été, avec le compartiment boursier qui a bien suivi. Total est revenu à 60 €. Voilà, c'est les plus hauts depuis des années pour Total Énergie. À l'inverse, 2023 s'annonce pas comme une grande année pour le thème climat ou énergie verte. Oui. On a eu début d'été Siemens Energy qui s'est pris une tôle avec l'éolien offshore Ørsted et Gamesa, et Ørsted au mois d'août, qui sont quand même des poids lourds et des stars de la transition, j'en sais rien, mais c'est quand même c'est quand même des groupes emblématiques. Alors, oui, ils sont des grands groupes, des transitions et des nouvelles énergies. C'est pas parce que c'est gros que c'est bien. C'est ce que je veux vous dire. Il y a des vrais problèmes d'exécution chez Ørsted. D'accord. Que vous n'avez pas ailleurs. D'accord. Prenez Iberdrola, il y a des activités aux États-Unis. Donc on n'en fait pas une lecture générale. Non. Alors ça peut peser un peu sur le titre, mais si vous prenez un titre comme Iberdrola, justement, ça ne l'a pas impacté aussi fortement. Et c'est pas les problèmes d'exécution de Siemens Energy, c'est pas les problèmes d'encadrement des projets, de gestion des projets qu'on a eu. Heureusement, sinon on ne serait plus investi sur la valeur, puisque c'est cette qualité d'exécution et cette création de valeur qui nous intéresse avec la thématique. Mais vous avez raison, au global, c'est plutôt un peu lourd là-dessus. Mais après, prenez Technip Energy, par exemple. Ouais. Regardez le parcours, regardez les perspectives. Je crois qu'on est à 80% de hausse du titre depuis le début de l'année, il me semble, et c'est pas fini. Et là, vous avez un mouvement de fond, une tendance de long terme qui est en train de s'imposer. Donc là, je dirais que c'est après aux gérants d'aller faire le choix des bonnes valeurs. S'exposer à l'énergie autrement. Oui. Je reviens quand même sur le pétrole avec vous, Nuno. Qu'est-ce que ça implique effectivement alors, dans l'immédiat pour les banques centrales? Est-ce que ça met en péril ou est-ce que ça remet en question ce qu'on attend des décisions du mois de septembre et ou du mois de novembre? Et puis la question chinoise aussi, est-ce que dans les 30% de hausse du pétrole, il y a l'anticipation de quelque chose qui pourrait se passer en Chine du point de vue de la dynamique de l'activité économique ou pas? Concernant la Chine, je ne pense pas. Je pense que le gouvernement chinois n'a pas envie de répéter les plans de relance qui avaient pu avoir lieu, notamment au moment de la grande crise financière. Il faut savoir que depuis la grande crise financière, finalement, l'augmentation
de la masse monétaire en Chine a été énorme, a été sensiblement supérieure à celle qu'on a constatée dans les grands pays développés. Et on a plutôt des craintes justement que cette générosité, on va dire, cette distribution de liquidités en Chine commence à s'affaisser. C'est vrai qu'il y a eu des petites mesures. Ils ont annoncé des facilités pour les emprunteurs avec moins de dépôts, d'apports personnels, etc. Mais pour l'instant, même si ça a fait rebondir fortement le secteur des promoteurs de manière assez spéculative à court terme, on n'a pas le sentiment que les Chinois vont lancer des grands plans. L'endettement en Chine est quand même important, donc il faut le rappeler. Il y a des vrais problèmes de solvabilité d'un certain nombre d'acteurs, d'administrations locales, etc. Donc, recréer une bulle, ça nous paraît pas être le chemin. Le gouvernement a plutôt l'intention de cibler un certain nombre de secteurs qu'il juge prioritaires, mais pas de distribuer massivement du pouvoir d'achat ou des liquidités. Vous ne voyez pas un game changer pour la demande mondiale de pétrole et d'énergie au sens large dans le discours chinois ou dans ce qu'on peut attendre aujourd'hui des réactions du pouvoir et des décideurs économiques en Chine? Pas du tout. On voit plutôt effectivement une croissance en Chine cette année autour de 4,5, ce qui est quand même pas à 5. Énorme. Pour une reprise sortie de Covid, c'est pas du tout extraordinaire. Et quant au prix de l'énergie, alors on a parlé du pétrole, il y a aussi des problèmes sur le gaz, puisqu'il y a eu il y a des risques de grève en Australie en particulier. C'est un marché qui est quand même assez tendu aussi. Donc on va voir comment l'été se passe. Il faut rappeler que l'année dernière, il avait été assez clément finalement. La demande de gaz en Europe en particulier n'avait pas été très forte. On a plutôt de bonnes réserves, mais on voit qu'il y a des tensions aussi sur les prix du gaz, donc à surveiller. Sur les décisions, ça devrait effectivement... je crois que le consensus n'est pas à une hausse supplémentaire du taux directeur de la BCE en septembre. Nous, il nous semble quand même qu'il devrait encore profiter d'une fenêtre d'opportunité. S'il faut en faire une de plus, c'est mieux de la faire maintenant plutôt qu'en novembre. Quand on se rapprochera d'une éventuelle orientation plutôt baissière, peut-être à partir de mars sur les taux américains. Donc, il me semble quand même qu'il devrait... combler le décalage au plus vite, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc tactiquement pour la BCE, s'il doit y avoir une hausse de taux encore, il vaut mieux la faire la semaine prochaine. Pour la Fed, ce qu'on voit, alors au-delà du pétrole, parce qu'en plus les États-Unis sont quand même suffisants aujourd'hui en pétrole, mais ce qu'on a vu à travers l'été jusqu'à l'ISM Service qui est ressorti à quasiment 55, là je crois, publié cet après-midi, c'est le refroidissement est suffisant pour permettre à la Fed d'être confortable avec l'idée d'une pause peut-être définitive, ou est-ce que c'est pas tout à fait encore le sujet? C'est pas encore certain non plus. Non, on a effectivement une économie américaine qui est quand même soutenue par une générosité budgétaire assez forte, avec les Bidenomics qui encouragent là aussi l'investissement public et privé sur un certain nombre de thèmes porteurs. On parlait des énergies nouvelles, mais il y a aussi évidemment les infrastructures, notamment dans le digital où les États-Unis sont plutôt en retard, l'intelligence artificielle, etc. Donc on voit qu'il y a quand même une résilience de l'économie américaine qu'on n'attendait pas à ces niveaux de taux directeurs. Et donc il y aura peut-être là aussi des surprises à attendre d'ici à la fin de l'année. Eric, sur la situation américaine, alors je sais pas ce que ça vaut. Goldman Sachs a baissé sa probabilité de récession à 12 mois aux États-Unis. Ils étaient à 20, ils n'étaient plus qu'à 20 déjà, et ils sont tombés à 15 avec l'idée que la désinflation va se poursuivre, et surtout l'idée assez contrariante de leur chef économiste que les effets retardés de la politique monétaire, on nous dit attention, le gros des effets c'est pour 2024. C'est pas du tout le discours du chef économiste de Goldman Sachs qui pense que ces effets vont même plutôt s'amoindrir au cours de l'année 2024. C'est pour ça qu'on peut tout dire. Donc, on peut sortir tous les arguments, on peut toujours tout démontrer en économie. Donc, après, moi, je suis quand même surpris par ce changement de tendance. Encore une fois, au début d'été, on était
un ralentissement. Enfin, Oui. Le dollar est au plus bas on début est juillet. sur une réaccélération. Enfin, je parle même plus de... Est-ce que c'est une réaccélération en trompe-l'œil? Parce qu'il y a des effets de base. Le calcul du PIB, c'est aussi Sûrement. une équation savante. Ça nous dit pas tout de la dynamique peut-être de l'économie américaine. Je serais venu il y a un mois, un temps ou 15 jours. Mais non, on va réaccélérer. On me dit, bon... Non, en fait, c'est quand même... moi, je suis surpris quand même par cette dynamique cette dérivée seconde positive qui est quand même incroyable. Donc, à partir de là, on peut effectivement avoir la position de la Fed en disant non, je remonte pas parce que finalement... il y a un certain décalage pour que ma politique monétaire fasse... puisque ça n'a pas encore bien fonctionné, mais ça peut le faire fonctionner le mois prochain. On peut tout dire, en fait. L'important, c'est pas trop casser la machine. Moi, je trouve qu'ils ont réussi ça de façon exceptionnelle. Enfin, j'arrête pas de le dire, mais exceptionnellement bien. Un truc qu'on a sous-estimé, nous le disait, c'est quand même la politique budgétaire, l'expansion fiscale et budgétaire américaine. Les projections du CBO pour 2024-2025 montrent un accroissement encore mais voilà. Non, mais ça, c'est une volonté politique. Donc ça, c'est très clairement, mais on l'a peut-être sous-estimé. Moi, j'ai toujours en tête les difficultés de l'immobilier. On regarde dans les chiffres d'emploi aux États-Unis mois après mois, le secteur de la construction, depuis le début de la crise, n'a pas détruit un seul emploi. Oui. Alors, c'est pas que tout va bien dans l'immobilier, mais l'immobilier industriel est dopé à mort par les programmes de construction d'usines, de batteries et de semi-conducteurs aux États-Unis. Et là, il y a de l'embauche en permanence. Oui. Et ben c'est là où c'est super. On est passé de taux zéro avec une politique monétaire qui ne venait plus à rien, puisqu'elle ne pouvait rien faire sur les taux d'intérêt. Donc on a mis des liquidités par des tombereaux de centaines de milliards, à une politique aujourd'hui, 2 ans après, on est maintenant à des taux d'intérêt 4,5%, 5%, donc avec une marge de manœuvre. C'est surtout, peu importe, c'est que demain on peut les rebaisser à zéro. Enfin, je veux dire, donc non, mais oui, voilà. En théorie. Voilà, quand vous êtes à zéro, de passer à moins 4, on est d'accord. Mais passer de 5 à 3, ça change tout. Ça changera tout. Donc on a retrouvé une arme qu'on avait perdue, qui est l'arme des taux d'intérêt, avec une résultante qu'on n'a absolument pas cassé la dynamique de la demande. Avant le Covid, on avait une demande zéro, on était en déflation, peu importe, c'est clair, il y a 3 ans. Aujourd'hui, après Covid, on a eu une force de la demande, et j'ai toujours dit, attention, pas casser, parce que ça, c'est très très précieux, c'est précieux, ne cassons pas. On arrive encore avec un consommateur américain qui consomme. Enfin, les Chinois, le Xi Jinping, il aimerait bien avoir des consommateurs chinois comme ils consomment aux États-Unis. Donc, voilà, bravo. Donc, il faut continuer à gérer ça. Mais toutes choses égales par ailleurs, vous achetez le chiffre de Goldman Sachs ? Probabilité de récession très faible. Oui. Au moins, je suis obligé d'en tenir compte. Voilà. Après... Voilà. Oui, je suis obligé d'en tenir. Se passera ce qui doit se passer, bien sûr. Mais fusil d'épaule, et donc je considère que effectivement c'est probable qu'on ait une accélération, mais ça change pas grand-chose au scénario. Sauf que ça met un peu plus d'interrogation. Il faudra piloter encore un peu plus touchy. Ça change pas grand-chose au scénario. Ça change quand même les perspectives peut-être pour les résultats des entreprises, pour le business, etc. Quand même, Stéphane. Non, mais la probabilité d'une récession de l'économie américaine en 2024, c'était pas notre scénario. C'était vraiment pas notre scénario central. La résilience de l'économie américaine, elle tient effectivement aux politiques budgétaires, comme l'a dit Nounou, très, très justement. Et c'est bien, le marché achète, c'est pas grave, 6%, plus de 6% de déficit y a pas que ça. Aux États-Unis. Quand on est à plus de 3% en Europe, on a tout de suite des voix qui hurlent aux États-Unis, disant attention, scandale. On est capable de renverser la vapeur et de revenir bien dans des normes très facilement. D'accord. Et ça, l'économie américaine l'a montré dans l'histoire contemporaine. On l'a montré. Et donc, une fois de plus, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Exactement. Ensuite, il y avait quand même un marché du travail qui était quand même assez dynamique. Et puis, il y avait des mesures qui, pendant le Covid, avaient assuré quand même un bas de laine assez confortable et un maintien des revenus des ménages qui ont permis de continuer. Et après, je vous rappelle que l'emploi était quand même très dynamique. On est en plein emploi. Et ça
ça a un effet quand même de soutien assez fort et qui continue, qui va persister. On a un peu le même en France, hein. Quand on a créé 2 millions d'emplois supplémentaires, on peut se permettre de plus augmenter. On a des prélèvements sociaux qui augmentent, et puis on a moins de, on peut ne plus augmenter les impôts, voire on peut en diminuer certains et supprimer certaines taxes. Donc vous voyez. J'arrête là la parenthèse, mais c'est donc le scénario de Goldman Sachs. Moi, je l'achetais. Je l'achète toujours. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut regarder un petit peu plus loin devant et se dire que finalement, quand on va se rapprocher des cibles d'inflation, effectivement, on pourrait avoir un effet assez positif avec des baisses de taux qui arriveront en 2024. Et on devra les faire parce qu'on ne pourra pas maintenir trop longtemps, excessivement longtemps, les taux à ces niveaux-là. Donc, et ça, je ne suis pas sûr que ce soit encore dans le marché. Ce qui compte, c'est les taux réels. Au fur et à mesure que la désinflation va se poursuivre, le taux réel va continuer d'augmenter, ce qu'on a vu cet été aux États-Unis, en tout cas, et qu'à un moment, à 2% d'inflation, garder des taux directeurs à 5,5%, ça n'aura pas beaucoup de sens. Non, exactement. Et ça, c'est effectivement une arme et une marge de manœuvre que la Fed a retrouvée. Ouais. Et bon, donc ça, c'est plutôt, à mon avis, un scénario sur 2024 qui peut être intéressant. C'est rosy comme scénario ou pas, Nuno? Alors Parce que vu comme on l'a décrit, on se dit, oh là, c'est... Non, je partage le constat. Alors, sur les États-Unis, oui, mais je trouve qu'on a un écart qui, quand même, malheureusement, se creuse entre la dynamique américaine et la dynamique en zone euro, où je trouve qu'on a quand même des chiffres assez inquiétant. Et malheureusement, la BCE a un simple mandat de quand même contrôler l'inflation. Et je crois qu'on prévoit seulement un retour dans la barre des 2% fin 2025. Donc, ça va être un peu compliqué pour la BCE de ne pas se rapprocher effectivement un peu plus des taux directeurs américains, alors que l'environnement macroéconomique est beaucoup plus dégradé, avec quand même une Allemagne qui est en récession technique. Bon, la France et l'Europe du Sud va un peu mieux, mais enfin, on sent que tout ça, c'est quand même un peu fragile. On est beaucoup plus dépendant du cycle chinois, il ne faut pas l'oublier, et c'est vrai que... Qui peut à un moment arrêter de se dégrader aussi, sans que la Chine reparte à 10% de croissance, mais à un moment, on touche le fond de la piscine aussi. Hein. Mais on verra sur le commerce extérieur chinois demain, si les importations chinoises repartent un petit peu de l'avant, mais là, elles sont quand même en contraction assez forte, et ça touche particulièrement l'Allemagne et la France. Donc, on verra, mais on a tendance à, effectivement, de manière un peu contre-intuitive, parce que les valorisations, bien entendu, aux États-Unis, on va être à 19 fois les résultats sur le S&P et bien plus sur le Nasdaq. Mais on a neutralisé nos positions sur les actions américaines, mais on reste sous-pondéré sur les actions européennes, en considérant que on va d'abord avoir une dégradation en attendant que quand même l'inflation sous-jacente baisse à des niveaux un peu plus acceptables pour la BCE. Oui, j'allais dire, une fois qu'on a fait ce tour d'horizon macro, comment ça se décline effectivement dans une allocation ou dans une stratégie cross-asset, en l'occurrence, Nuno? Ça se décline d'une manière pas forcément avec des convictions qui ne sont pas extrêmement fortes en ce moment, puisqu'on est légèrement sous-pondéré en actions malgré cette confiance que je confirme sur les actions américaines et sur le dollar. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que avec des taux directeurs et des taux obligataires qui sont quand même assez attractifs, qui posent des problèmes d'ailleurs aux pays émergents, puisque un dollar fort, c'est pas franchement très bon pour la dynamique émergente. Donc on reste un peu sous-pondéré quand même sur les actions. Et on a, nous, plutôt depuis déjà le mois de mai, remis un peu de sensibilité sur l'obligataire pour l'Europe, parce que on trouve que ce ralentissement risque de maintenir la courbe des taux inversée, voire même d'accentuer l'inversion de la courbe des taux, si on s'attend à ce que la croissance ralentisse en zone euro encore l'année prochaine. Et sur les taux américains, on a vu, on n'est pas loin de revoir 4,30 d'ailleurs sur le 10 ans américain, plus de 5% sur le 2 ans. Autant j'ai beaucoup d'intervenants qui sont encore assez défiants vis-à-vis de l'obligataire en Europe, autant aux États-Unis, il y a déjà des positions beaucoup plus constructives.
Alors c'était notre cas jusqu'à il y a quelques semaines, mais on a décidé effectivement de déplacer nos positions longues plutôt sur la zone euro qu'aux États-Unis. D'accord. Eric, dans ces marchés, c'est le constat qu'on dressait. C'est vrai que les actions européennes, alors d'un point de vue indiciel, encore une fois, et c'est une manière de lire le marché, mais c'est pas la seule. Bon, le stock 600 fait plus rien depuis le mois de mars. Même depuis, oui. Février-mars, quoi. Oui. Alors, moi, je n'ai pas changé au fusil d'épaule, toujours pas sur le marché obligataire, parce que je pense que les taux, ils n'ont pas fini de se stabiliser. Jusqu'à maintenant, ça m'a bien réussi. Moi, je suis parti, j'ai quitté fin juin, ou je ne sais plus, mi-juillet, le 10 ans américain, 3,80, 3,90, tout le monde l'achetait. Alors là, c'était... Non, parce que c'est encore... Donc à 4,30, tout le monde a racheté. J'imagine qu'il y en a qui ont dû en racheter à 4,30 quand même. Mais bien sûr. Mais je suis plus tranquille avec mon monétaire. Quitte à être... j'ai du 4, donc j'irai pas. Enfin, je vais pas aller au-delà. Donc, et après, en termes d'action... Alors, il y a quelque temps, j'étais à l'aise avec le range, et puis lorsque il y avait une correction de marché, j'achetais. Voilà. Je suis moins à l'aise parce que je me suis aperçu que le marché est très très fort et fortement concentré. Et donc, vous pouvez pas, même si vous avez des idées brillantes, être contre le marché. En fait, ce qu'on n'a pas peut-être réalisé, c'est que le mécanisme des ETF, et tout le monde est là-dedans, fait une concentration phénoménale des indices et pas juste le Nasdaq, c'est pas juste les 7 magnifiques. L'autre jour, on regardait le MIB italien qui fait 20% de perf depuis le début de l'année, qui fait 2 fois mieux que le stock 600. Là aussi, il y a 10 valeurs qui concentrent 60-80% de la performance du MIB italien depuis le début de l'année. Alors, moralité, donc le flux, il va sur ces ETF, et donc il va uniquement là. Et ce qui fait que vous pouvez avoir... raison pendant très très longtemps sur des mid, alors les small c'est même pas la peine, des mid, sauf que le marché n'en veut pas. Donc je mets un peu plus dans le consensus et... on n'est pas payé pour être contrariant. Non, et je me mets un peu plus dans le consensus qui est quand même pour moi... Oui, non mais c'est ça que je vois, vous rentrez dans le rang Eric, voilà, oh là là. Parce que c'est la technique de la structure du marché de flux. Voilà. Il n'y a que des ETF. Quand je discute avec des jeunes qui sont dans les nouveaux entrants, c'est des ETF. C'est que ETF. Et donc, mécaniquement, arithmétiquement, mathématiquement, ça va toujours aux mêmes valeurs. Et alors, autre force, c'est quand vous avez le marché qui décide que le luxe n'est plus tendance, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas aller contre. Je suis sidéré par LVMH qui perd 2-3% pendant 5 jours. Alors que, c'est bien redescendu, là, tout au long de l'été. On peut sortir tout un tas de raisons. Pas plus aujourd'hui qu'il y a 3 semaines. Sauf que, quand le marché est focalisé là-dessus, il faut juste attendre que ça se passe et puis revenir après. Donc, je ne me mets pas contre le consensus et... voire je l'accompagne quand il y a quelque chose. Donc c'est quand même... Mais vous restez dans l'idée qu'on achète les creux de marché? Parce que des petits trous d'air de 5-6%, on en est au mois d'août, c'est réglé. Jusqu'à présent, ça repart. Voilà, par exemple, le trou d'air pendant l'été, je l'ai racheté. D'accord. Mais là, je fais attention au luxe, par exemple. J'ai racheté du luxe pendant l'été. J'ai été bon pendant quelques jours parce que j'ai gagné. Et là, je suis revenu à la case départ. Je ne remets pas une couche parce que je pense que c'est profond. Alors, ça va peut-être s'arrêter d'ici 5 jours, je ne sais pas. Mais j'aurais peut-être pendant ce temps-là perdu plein d'occasions. Donc je me méfie de la concentration du marché, ce qui est d'une deuxième vision géopolitique et concentration des tendances avec consensus très fort. Stéphane, sur la logique de marché, la logique d'investissement qui vous anime, je vous laisse nous dire, et puis je veux qu'on fasse un petit focus Novo santé avec vous. Moi, sur le marché action, je pense qu'on va rester dans le trading range. Parce que finalement, il n'y a pas de véritable gros changement macro à attendre par rapport à ce qu'on a décrit tant aux US qu'en Chine ou en Europe. Il n'y a pas de raison d'avoir non plus un décrochage macro majeur. Finalement, moi, le risque que je vois, c'est la hausse de taux de trop d'une banque centrale. C'est le principal risque que je vois.
d'ici la fin de l'année et un marché qui le prendrait mal. Parce qu'en dehors de... Donc on est vraiment dans un moment de psychologie de marché. C'est arrivé, et notamment en Europe. Après 500 points de base de taux, vous dites une de 25, oui, ça peut incrémentalement être le point de bascule. La goutte d'eau qui fait. D'accord. C'est ce qui me... En Europe surtout. Puisque rappelez-vous, en 2007, on était à contre-temps. Enfin, les pets financiers qu'on a eus, c'est pas en Europe jusqu'à présent. Enfin, lié au en dehors de la zone euro, mais SVB et tout ça, c'est aux États-Unis que c'est arrivé. Oui, plus fragile. Mais pour moi, c'est vraiment une psychologie de marché d'investisseurs et d'acteurs avec des points d'allocation, des points. Donc c'est ce que je pense, parce que figurez-vous quand vous regardez le trading range quand même dans lequel on est, quand même le haut du range c'est 15-16%. C'est une belle performance. Ouais. Je vous en avais parlé en début d'année en vous disant, donc c'est quand même pas si mauvais. Et quand je regarde moi les messages des managements, bien sûr il y a un ralentissement, on le sait, et il va continuer, il va être présent en Europe pour les boîtes européennes, alors qui sont exportatrices dans le monde. Ce ralentissement, on va le voir encore 1 ou 2 trimestres. Mais il y a quand même une bonne capacité à maintenir de la croissance organique et puis à faire progresser les marges et à protéger les marges. Donc, et à faire progresser les BPA. Donc, en attendant qu'il y ait un petit peu de carburant quand même dans les économies et qu'on retrouve un peu de marge de manœuvre, je pense qu'il y a encore un peu de progression l'année prochaine, mais sur des niveaux un peu plus modestes, probablement. Normaux, quoi. Normaux. Et il y a des histoires à l'intérieur du marché. Vous avez raison, il y a de la concentration, mais justement, des pays pour regarder ailleurs que la concentration chez nous. Et du coup, c'est pas une critique que je fais du tout. Et vous avez raison, votre plaidoyer, votre jugement sur les ETF, je le partage. Et vous vouliez qu'on parle de Novo ? Oui, mais regardez. Oui, mais Novo, c'est une boîte que tout le monde connaît. C'est-à-dire que c'est pour un stock picker, c'est ce que me disait hier Sébastien Lalvé de la Financière Alouette. Il me dit, dans l'IA, il adore le thème de l'IA, etc. Il y croit à mort. Il me dit, ce qui est très frustrant pour un stock picker, c'est que la boîte la plus prometteuse dans l'IA, c'est aussi la boîte la plus connue du monde. Il n'y a pas de valeur ajoutée, où il n'y a pas d'asymétrie à aller... voilà, l'équivalent en Europe. Donc, et en plus, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Pendant l'été, alors qu'il n'est quand même... Oui, il a marqué de nouveau encore. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que du coup, regardez Novo, le traitement est très prometteur. En début d'année, les analystes étaient plutôt sceptiques en disant Novo, c'est une très belle boîte, c'est très cher. Et le risque, c'est que l'administration américaine baisse les prix. Okay. Le marché mais comme Nvidia en début d'année, les gérants n'ont pas vu la croissance d'NVIDIA, ils ont sous-estimé et puis les résultats ont validé ce que le marché a payé. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses à faire, il y a des voies à voir. Si on regarde Novo, vous vouliez qu'on en parle un petit peu plus. Moi, quand je l'ai connu, c'était une belle grosse mid-cap, c'était une darling, très monoproduit, diabète, et c'était la star du diabète dans le monde. Quelques années après, c'est sur la première market cap en Europe, et ils sont en train de révolutionner peut-être la lutte contre l'obésité et les pathologies associées avec l'américain Lilly en concurrence. Sur le diabète, on passe sur l'obésité et on ajoute les traitements hormonaux, et ça ouvre d'énormes perspectives sur le traitement des maladies cardiovasculaires. Et donc finalement, ce Wegovy, ce traitement avec le sémaglutide, il y a plein de perspectives qui s'ouvrent à la fois dans les modes d'administration pour les patients, ça devient plus confortable, vous aurez plus à vous piquer. D'ici quelques années, vous prendrez un cachet, vous le mettez sous la langue, ça fond, vous avez le traitement de cette prise-là. C'est quand même très, très, très agréable, très intéressant pour ceux que ça concerne. Et puis vous avez donc des effets de réduction d'autres maladies qui touchent quand même le fléau des pays développés. Et vous avez une perspective, un réservoir de croissance qui est tel que l'entreprise a des perspectives. Et le premier signal, c'est l'explosion des ventes que vous voyez dans les résultats que personne attend. Alors, mais même eux, je crois qu'ils ont dû relever leurs prévisions. Enfin, eux-mêmes étaient pris de court par les commandes et par la croissance qu'ils voyaient. Ils arrivent à faire face à la demande. Donc, alors, on va regarder de façon ISR un petit peu comment ils vont faire. On a eu ce débat on a fait de l'engagement avec Novo, figurez-vous, il y a quelques mois, parce que il manquait quelques indicateurs sociaux, et puis on voulait discuter un petit peu avec la fondation sur comment ils fixaient les prix, etc., etc. Et on a été plutôt assez satisfait des réponses qui étaient amenées, mais c'était aussi avant les résultats. Mais comme quoi ce débat était intéressant parce qu'il allait être complètement pertinent. Donc c'est pas totalement... Il y a encore du potentiel sur Novo. Vous regarderez, moi très facilement, en étant prudent, je ne tire pas un trait sur les chiffres qui viennent d'être donnés, parce qu'on ne croit pas de 150% systématiquement pendant des années, mais il y a 20% d'upside assez facilement. Et puis là, vous ne dépendez pas du cycle économique.
et les multiples de valorisation vont forcément changer. Ouais. Donc, et dans un contexte où la macro est quand même pas très prometteuse, vous avez aujourd'hui un peu de potentiel. Moi, j'ai 20% d'upside assez facilement sur un an sur Novo, même sur les niveaux actuels. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir participé à cette discussion de rentrée. On est encore dans la séquence de rentrée pour Smart Bourse et pour les marchés, en l'occurrence, avec le sujet du pétrole, du dollar et la star Novo, qui est évidemment la star européenne du moment en termes de capitalisation boursière. Éric Venet était avec nous, Montbleu Finance, Stéphane Prévost, la financière responsable, et Nuno Teixeira, Natixis IM.